Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de littérature portugaise. Ce sera peut-être la première vidéo d'une longue série. En tout cas, j'aimerais consacrer de temps en temps une vidéo à la littérature d'un seul pays. J'adore la littérature étrangère, c'est principalement ce que je lis. Je trouve que c'est un excellent moyen de voyager depuis chez soi et d'en apprendre en fait sur un pays, une culture, des traditions, une histoire. Je trouve aussi que sans avoir besoin de tout comprendre, de tout retenir, de tout analyser, ça donne une bonne idée de ce que peut avoir été ou de ce que peut être la vie à un moment donné pour une personne T dans tel ou tel pays. Je trouve aussi, en tout cas moi personnellement, ça m'aide à mieux comprendre et appréhender le monde et la société dans lesquelles on vit. Donc je me suis dit que ce serait sympa aussi de vous partager les découvertes que je fais pour vous donner à vous aussi peut-être l'envie de découvrir certains auteurs ou la littérature d'un pays en particulier. J'essaye en général d'avoir une diversité dans les œuvres que je choisis de lire quand je me consacre à un pays. Maintenant, il est vrai que cette diversité est compromise pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai naturellement tendance à me diriger vers le même genre d'œuvres, les œuvres qui me plaisent le plus, donc ça va être des romans historiques, psychologiques, d'analyse, ou en tout cas des romans, je dirais, réalistes, même si j'essaie de rester ouverte à d'autres genres, c'est ce qui va me plaire le plus souvent. J'essaie aussi d'avoir une diversité en termes d'époque, mais pour certains pays, il y a eu très peu de traductions avant 19e, avant 20e siècle, ou alors dans de très petites éditions en très faible quantité, et ce sont des œuvres qui sont aujourd'hui quasiment introuvables ou alors à des prix exorbitants. C'est pas l'objectif ici, j'ai vraiment choisi de vous présenter des œuvres que vous pouvez vous procurer relativement facilement. Il ne s'agit pas non plus nécessairement des œuvres les plus réputées, les plus connues ou celles jugées essentielles à lire de tel ou tel pays. Voilà, ce sont principalement juste des œuvres que soit j'avais déjà, soit j'ai pu me procurer facilement d'occasion, soit on m'a prêté. Donc ce n'est pas du tout une liste exhaustive. N'hésitez pas, si vous en conseillez d'autres, à les laisser en commentaire, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et on commence tout de suite. On va y aller de façon chronologique avec la première œuvre, Mémoire d'une jeune fille triste, ou aussi Le livre des solitudes de Bernardino Ribeiro, qui est un grand classique portugais du XVIe siècle, puisqu'il a été publié en 1554 de façon posthume. Ribeiro est mort en 1552. Et c'est un roman qui a beaucoup influencé les auteurs portugais contemporains, que ce soit Saramago, Fernando Pessoa, etc. C'est un roman assez énigmatique puisqu'en fait on en sait très peu sur son auteur. Sa biographie est très imprécise et lacunaire. Beaucoup de choses auraient été inventées et imaginées à son sujet. Il est né en 1482. C'était un nouveau chrétien, un juif récemment converti au catholicisme, et il a été persécuté tout de même par l'Inquisition espagnole. Il a donc dû fuir, en tout cas s'exiler à Ferrare en Italie où il a vécu pas mal de temps. Puis il est décédé dans un asile psychiatrique à Lisbonne en 1552 parce qu'il aurait été sujet à beaucoup d'idées noires, à des hallucinations, etc. C'est un livre qui n'a été traduit en français qu'en 2003. C'est aussi un livre qui serait fondateur du roman pastoral dans la péninsule ibérique. On y retrouve effectivement nos bergers, on n'y parle que d'amour. Et il y a quand même encore des restes des nouvelles médiévales, ou en tout cas des romans de chevalerie avec des combats qu'on alterne avec des moments beaucoup plus romantiques. C'est aussi un livre qui serait l'un des premiers à avoir instauré cette notion de saudade, je pense qu'on dit comme ça, dont on reparlera, sentiment très cher en portugais. En très bref, ce que va nous raconter ce roman, ce sont 3 histoires d'amour malheureuses, mais la construction est très particulière, elles sont en fait les unes dans les autres, puisqu'on a une jeune femme qui apparemment vit un chagrin d'amour, s'est exilée, et elle se promène et elle vient rencontrer une autre femme tout aussi triste, qui, elle, plus âgée, va venir lui raconter certains récits qu'a pu lui faire son père, des récits d'histoires d'amour triste, d'où le récit dans un autre récit. Voilà. C'est un livre en fait très particulier pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est inachevé, volontairement inachevé, c'est-à-dire que ces histoires, on n'en connaît pas la fin, pas toujours même le début, que le livre s'arrête en plein milieu. Il y a même un doute en fait sur la paternité de la dernière partie, c'est-à-dire qu'on a une coupure où là on nous dit, voilà, à partir de là on est même plus sûr que ce soit lui qui écrit. Et effectivement, alors je sais pas si c'est placebo ou non, mais quand on lit, je trouve que le style est un peu différent et surtout l'idée qui s'en dégage, en tout cas l'atmosphère qui s'en dégage est effectivement différente.
Donc c'est assez court, c'est aussi particulier parce que c'est volontairement incohérent. Comme je vous expliquais, on a des récits dans d'autres récits et parfois les lieux changent, la temporalité ne fonctionne pas, c'est juste impossible et c'est volontaire puisque Bernardine se justifie lui-même à travers son personnage en disant que des tristesses, on ne peut compter rien d'ordonné, je crois. Et donc c'est un peu cette idée-là, donc parfois on est un peu bousculé, on se dit mais c'est pas vrai. Et c'est un récit, donc le narrateur n'est pas fiable. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là qui est intéressant. Et enfin, particularité que j'ai appréciée, mais qui rend peut-être la lecture un peu difficile de cet ouvrage, c'est un style très courant, mais très archaïque, donc c'est assez difficile à lire, il ne faut pas se fier forcément à sa taille, il faut prendre le temps, il faut le lire dans le calme, il faut parfois relire une page en entier, voilà, mais j'ai trouvé l'expérience vraiment très intéressante. Et c'est donc un livre où principalement on va parler de tristesse, d'exil, d'amour malheureux, beaucoup de mélancolie tout du long, aussi de souffrance, mais c'est un peu une souffrance infligée, c'est-à-dire un peu choisie. Il y a un peu cette tendance au fatalisme dépressif où nos personnages s'entretiennent dans leur tristesse, la nourrissent même, elle les fait vivre, j'ai envie de dire. Et pour moi, en tout cas, c'est un peu comme ça que je l'ai traduit, c'est un peu cette idée de saudade dont je vous parlais, qui est, selon le Larousse donc, la saudade est un sentiment de délicieuse nostalgie, désir d'ailleurs. C'est un peu aussi une idée de langueur, de nonchalance, ouais, de bonheur triste dans lesquels nos personnages se complaisent. Et c'est intéressant parce que j'ai eu l'impression vraiment de ressentir l'influence de Bernardine Ribeiro et de ce sentiment de saudade dans les autres œuvres que je vais vous présenter ensuite. Sinon, c'est aussi un livre qui pour certains serait autobiographique avec l'utilisation d'anagrammes, un livre qu'il aurait écrit pour une femme qu'il aimait. Pour d'autres, c'est un roman plutôt allégorique, l'allégorie de la persécution des Juifs et de leur exil sous l'Inquisition espagnole. Voilà, j'imagine qu'on ne saura jamais la vérité. Il y a beaucoup de notes dans ce roman parce que, comme je vous disais, certains passages sont très obscurs et même les auteurs ou les analystes se sont cassés les dents dessus. On a des notes de Saramago, etc. Ils essayent de choisir. La traductrice aussi nous dit que parfois elle a dû faire un choix. Donc voilà, c'est une œuvre qui, à mon avis, n'est peut-être plus identique, n'est certainement plus identique à l'original, mais qui est vraiment intéressante si vous voulez comprendre un peu peut-être l'origine ou en tout cas les influences de la littérature portugaise. Si vous avez envie aussi de lire quelque chose d'original, voilà, moi je le conseille plutôt à tous les curieux, et en tout cas, moi ça m'a beaucoup plu. La deuxième œuvre dont j'ai envie de vous parler, Le livre de l'intranquillité, de Fernando Pessoa, publié ici aussi de façon posthume en 1982, puisqu'il s'agit en fait de notes éparses que l'auteur aurait écrites entre 1913 et 1935 et qui ont ensuite été rassemblées dans ce recueil. C'est donc pas vraiment un roman, bien qu'il y ait une partie romanesque, c'est surtout voilà, des pensées, des réflexions, des aphorismes que Fernando Pessoa donne à Bernardo Soares, qui est l'un de ses personnages, enfin un des personnages de son œuvre, et il le fait réfléchir sur beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques existentielles pour la plupart, la vie, la mort, la conscience, l'inconscience, qui sommes-nous, pourquoi sommes-nous là, qui sont les autres, quelle est notre relation avec les autres, etc. Il prend aussi le temps souvent de décrire Lisbonne à cette époque. C'est un homme très seul, Bernardo Soares, c'est un misanthrope, c'est un homme qui n'a pas d'amis, qui s'isole beaucoup et qui vit de façon très précaire, et il passe ses soirées donc à écrire. Et Bernardo Soares, dans ce livre, serait un personnage très autobiographique, puisque Fernando Pessoa a perdu son père très jeune, à l'âge de 5 ans, et il a été vivre en Afrique du Sud avec sa mère qui s'est remariée, et lui il est rentré seul à Lisbonne lorsqu'il avait 17 ans. Puis il a écrit pour quelques journaux, il a fait quelques traductions, mais il n'a jamais gagné beaucoup d'argent, et il s'est enfermé aussi pendant plusieurs années dans une sorte d'introspection. Il avait une tendance à la dépression, il avait une santé qui a toujours été très très fragile, il avait même perdu aussi un jeune frère quand il était enfant. Voilà, donc il a vécu très seul et il s'est renfermé beaucoup, et il a beaucoup réfléchi sur lui-même. Et donc c'est un peu ce qu'on ressent ici. C'est un livre très mélancolique, avec un certain mal-être qui s'en dégage, mais aussi avec une lucidité édifiante et fascinante sur le soi,
Voilà, moi je le trouve vraiment passionnant. Je l'ai pas fini, je le lis tranquillement, il est assez complexe, il faut prendre le temps de le digérer. Mais en tout cas, c'est déjà un livre que je peux grandement vous conseiller si vous aimez tout ce qui va être analyse, introspection, existentialisme, avec beaucoup de philosophie aussi. Voilà, moi il me plaît beaucoup. Le troisième ouvrage dont je vous parlais aujourd'hui, c'est Matin perdu de Virgilio Ferreira. Je m'excuse encore pour tous les noms que je suis en train de détruire. Publié dans les années 50, lui est né en 1916, mort en 1998. Et c'est un roman qui est en partie autobiographique, ou en tout cas inspiré de la vie réelle de l'auteur, puisque ses parents sont partis aux États-Unis, vivre aux États-Unis, lorsqu'il avait 5 ans, et lui a été un peu abandonné. Il a été recueilli avec ses frères par des tantes. Et ses tantes l'ont envoyé, lorsqu'il avait 10 ans, en pèlerinage à Lourdes et puis ensuite en séminaire, au séminaire de Fundao pour qu'il devienne prêtre. Et ça a été une expérience très traumatisante, très destructrice de l'enfant qu'il était, mais on va dire fondatrice de l'adulte qu'il est devenu. Et lui a arrêté, il a quitté le séminaire pour devenir ensuite, pour faire des études de lettres, et il est devenu professeur. C'est un roman qui se présente comme le... Alors j'ai cru comprendre qu'en fait c'est un personnage qui existait dans un autre de ses romans, et là il le fait revenir sur son enfance, et donc sur cette enfance qu'il a passée au séminaire. Donc ce sont des souvenirs. Ce que j'ai bien aimé aussi dans la façon dont c'est amené, c'est que ce sont des souvenirs qu'il raconte comme il s'en souvient vraiment aujourd'hui. Donc il le dit parfois, quand il pense à un moment passé, il a telle ou telle émotion qui survient, mais il ne sait pas forcément l'expliquer, c'est pas forcément lié à un événement précis. Donc voilà, je trouve ça aussi intéressant ce côté-là par rapport aux souvenirs auxquels il fait référence. Et donc c'est Antonio qui, devenu adulte, nous raconte les quelques années qu'il a passées au séminaire quand il y est entré lorsqu'il avait 14 ans. On assiste en fait au meurtre de l'enfance, avec un environnement qui est hyper rigide, hyper destructeur. Plus aucune volonté individuelle, les enfants ne peuvent pas rire, ne peuvent pas s'amuser, ne peuvent pas avoir d'amis, on les monte un peu les uns contre les autres, ils ne peuvent même pas discuter entre eux, ils sont là pour prier, les prêtres sont hyper rigoristes, voilà, ils sont complètement brimés, tout est péché, le péché du corps, de la chair, donc ce sont des enfants qui grandissent avec cette sorte d'ambiguïté, ils ne comprennent pas la transformation de leur corps, les besoins de leur corps face à ce qu'on leur enseigne, on leur fait peur, c'est vraiment aussi l'environnement de la peur, de l'angoisse. On modèle un peu leurs esprits selon une certaine conception du bien et du mal, et ce sont des enfants qui sont complètement perdus, complètement déboussolés et qui perdent tout désir, toute personnalité, toute envie. Beaucoup de ces enfants veulent quitter bien sûr le séminaire, mais on leur interdit. Ils ont aussi la pression de l'extérieur, de la famille, puisque ce sont souvent des enfants qui viennent de milieux très pauvres et que la voie religieuse est souvent le moyen de s'en sortir et d'apporter aussi un peu de pain à la famille. Donc il y a toute cette angoisse et cette culpabilité aussi qui naît. Ce sont des enfants qui sont souvent humiliés, moqués constamment, violentés. Voilà, donc c'est pas une lecture gaie du tout, mais c'est vraiment une lecture que j'ai trouvée impactante, évocatrice, forte. Alors j'ai eu du mal un petit peu au début, je pense qu'il faut rentrer dans l'histoire et en fait je pense qu'il y a un chapitre parmi les premiers qui est un peu superflu ou qui rentre dans des détails pas forcément très intéressants, mais ensuite j'ai vraiment été emportée par le récit de ce personnage et j'ai trouvé ça vraiment émouvant et moi ça m'a beaucoup plu, donc je vous le conseille. Encore une fois, je pense qu'il peut plaire au plus grand nombre, il est vraiment accessible, c'est très classique dans sa construction, mais j'ai trouvé ça vraiment très très bien, donc je vous le conseille grandement. Quatrième ouvrage du jour, Les Grands Capitaines de Jorge de Sena. C'est un recueil de nouvelles écrites entre 1961 et 1962. Jorge de Sena, lui, est né en 1919, mort à la fin des années 70, et il était opposé au régime de Salazar, et donc il est parti vivre en 59, je crois, au Brésil, il s'est exilé, et puis ensuite il a été enseigné, et donc vivre aux États-Unis. C'est un auteur aussi qui a fait beaucoup de traductions, il a traduit notamment Hemingway, Faulkner, etc. en portugais. Il est plus connu pour son roman autobiographique Les Signes du Feu. Il a aussi écrit un recueil de nouvelles fantastiques. Ici, il s'agit principalement de nouvelles réalistes. C'est un recueil qui dresse un peu le portrait du Portugal de Salazar dans les années 50, les années 60, avec toute la misère sociale, morale, la pauvreté à cette époque, avec aussi deux thèmes principaux qui vont être le monde militaire, clairement en opposition au militarisme, avec une description de l'armée et de la vie militaire
à la fois au Portugal et en Angola, puisqu'on est au début de la guerre d'indépendance de l'Angola, débutée en 1961. Et deuxième thème très fort, la sexualité et surtout sa répression, en lien notamment avec l'homosexualité et la prostitution. C'est un livre qui est... Enfin moi ça a été une lecture vraiment en demi-teinte, c'est un livre qui est très cru, assez cruel. Il faut savoir que les personnages n'ont pas de nom, ils sont toujours désignés par leur rang. Les personnages en fait ne sont pas vraiment individualisés ni même vraiment différenciés. Je pense qu'il y avait aussi cette idée de se dire que ça aurait pu être n'importe qui. Il y a aussi très peu de personnages féminins et le peu de femmes qu'on y trouve sont reléguées à des positions très réductrices et voilà, donc des statuts on va dire très limités, hein. C'est la mère, la bonne ou la prostituée. C'est assez sexiste à ce niveau-là. Puis il y a vraiment cette obsession sur la sexualité et notamment sur le sexe masculin, dans ce qu'il représente, à la fois objet de fierté et de virilité, mais aussi témoin de vulnérabilité et de honte, de faiblesse, d'humiliation. Voilà, donc assez cru à ce niveau-là. La sexualité est toujours liée à une certaine souffrance, répression, frustration, violence même. Donc ça ne plaira pas à tout le monde. Voilà, moi je dirais que la moitié m'a plu, l'autre moitié m'a soit ennuyée, soit je suis passée complètement à côté. Ce ne sont pas non plus des nouvelles où il va se passer grand chose. Desséna prend le temps beaucoup de décrire le mobilier, les bâtiments, ce côté très austère, aussi la météo qui est toujours triste, toujours assez hostile. Il décrit aussi beaucoup les matières, les lumières, les sons. Ce sont des nouvelles aussi qui sont très engagées, hein. En 1961-62, il était donc déjà exilé au Brésil. Ce sont des nouvelles qu'il n'aurait pas pu écrire sur le sol portugais à l'époque. Donc pour ce côté historique, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je suis contente de l'avoir lu, voilà, maintenant, sans plus. Je ne le garderai pas. Mais très intéressant pour s'imprégner de ce que pouvait être la vie de ces militaires notamment, ou juste des gens normaux à cette époque. Cinquième livre dont je vous parle aujourd'hui, Mémoires d'éléphant d'Antonio Lobo Antunes, qui est né lui en 1942 et qui se consacre à l'écriture depuis les années 80-85 je crois, mais il est psychiatre de formation, il a été médecin pendant la guerre d'Angola entre 1971 et 1973 et il écrit beaucoup sur la transition de son pays, de la dictature à la démocratie, sur les transformations sociales, économiques, politiques, et sur la transformation de la vie quotidienne pour un Lisboète tel que lui, sachant qu'il est issu d'une famille très bourgeoise et qu'il a été assez marqué par... Enfin, il a cassé en fait avec son milieu parce que ce sont des gens qui étaient très proches du régime de Salazar que lui répugnait au plus haut point. Mémoires d'éléphant est le premier roman de Lobo Antunes publié en 1979 et on y suit la journée d'un psychiatre en hôpital psychiatrique, psychiatre aussi issu d'une famille bourgeoise, lisboète, psychiatre qui a quitté sa femme et ses deux filles, on ne sait pas trop pourquoi. Il a aussi servi, il a été médecin en Angola pendant la guerre, pendant quelques années, et c'est un flou de conscience. Il nous raconte un peu ce qu'a été sa vie. Il est clairement dépressif. On comprend petit à petit pourquoi il n'est plus avec sa femme ni ses deux filles. On comprend aussi que l'expérience qu'il a eue en Angola a été très traumatisante. Voilà, il semble désabusé, il est assez cruel envers les autres et envers lui-même. Il se déteste, hein, clairement, il est vraiment très cynique. Et il est dégoûté, désabusé. Il erre un peu dans les villes, enfin dans les rues de Lisbonne, sans forcément de but, sans savoir quoi faire de lui-même et de sa vie. Il n'a plus tellement de désir, d'envie. Ouais, c'est pas hyper gai. Mais j'ai beaucoup aimé et je pense qu'il y a vraiment cette idée de, encore une fois, du Lisbonne, du Portugal de Salazar, puisqu'à un moment il tente d'expliquer ce qui lui arrive et il dit qu'en fait en Angola il ne se sentait pas chez lui, puisque bien sûr c'était un empire colonial, hein, mais qu'en revenant au Portugal il ne se sentait pas non plus chez lui et qu'il était plus du tout en accord avec son pays, avec sa ville, avec ses habitants. Il n'arrive plus en fait à aimer et à s'identifier au pays qui est le sien et donc il se sent étranger un peu partout. C'est un peu ça moi que j'ai ressenti, enfin c'est un peu comme ça que j'essaye d'expliquer l'état dans lequel il se trouve tout du long de ce roman. Donc voilà, on le suit seulement le temps d'une journée. Le style est très très particulier, là non plus ça ne plaira pas à tout le monde. J'ai failli l'abandonner dès les premières pages et je suis très contente de m'y être accrochée. Mais c'est très familier, parfois même vulgaire. Il y a beaucoup d'humour, un humour parfois un peu imperméable. En tout cas il y a beaucoup aussi de références portugaises qu'on n'a pas, mais c'est pas très gênant. Mais c'est surtout qu'il fait des très très longues phrases.
Et à plusieurs reprises, j'ai dû relire une phrase plusieurs fois, voire même des pages entières plusieurs fois pour comprendre ce qu'il voulait dire, puisqu'il faut d'abord parfois lire pour identifier quelle est la proposition principale et quelle est seulement la métaphore. Il utilise beaucoup de métaphores, de comparaison, etc. Mais j'ai trouvé ça vraiment très très bien écrit et j'ai beaucoup aimé l'humour. Il personnifie beaucoup les choses, il chosifie beaucoup les personnes. Donc encore une fois, c'est un très court roman mais qui ne se lit pas ni rapidement ni facilement. Il faut prendre le temps de comprendre et de suivre où Lobo Antunes veut nous amener. Il faut aussi savoir que l'humour est très noir. Je l'ai pensé parfois un peu raciste, je n'ai toujours pas d'idée sur la question. Voilà, j'ai l'intention de relire Lobo Antunes sans hésiter. Si d'ailleurs vous en conseillez un autre, je suis preneuse, peut-être un plus récent, je sais pas s'il a beaucoup évolué dans ce qu'il a écrit. Ça m'intéresse beaucoup, il est un peu délirant et surréaliste à certains égards, donc je le conseille surtout aux amateurs de sarcasme, cynisme, voilà, et encore une fois ce n'est pas très gai, mais moi j'ai beaucoup aimé et j'ai un peu ri aussi, donc ça fait du bien. Sixième œuvre du jour, Le Dieu manchot de José Saramago, qui est l'un des auteurs, si ce n'est l'auteur portugais, j'imagine, le plus connu, puisqu'il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1998. Il est né en 1922, il est mort en 2010. Il était issu d'une famille très modeste financièrement parlant et il avait dû arrêter ses études pour devenir serrurier. Et en fait après il a enchaîné les petits emplois, mais il était vraiment passionné de littérature et notamment de langue française également. Et il était aussi athée et communiste, ce qui pour le Portugal très catholique de l'époque était assez rare et osé. Il était même altermondialiste à la fin de sa vie. J'ai beaucoup entendu parler en fait de l'aveuglement, que j'ai très envie de lire et que j'ai vu passer dans beaucoup de meilleures lectures, de listes à lire absolument, mais c'est vrai que j'avais déjà celui-ci dans mon étagère, donc je me suis attaquée à celui-là, qui n'est peut-être pas la meilleure option pour commencer, donc j'imagine que, en tout cas ce que j'en ai compris, l'aveuglement est peut-être plus adapté pour découvrir Saramago. C'est le premier roman en fait qui lui a valu sa renommée internationale. Il a été publié en 1982 et c'est un roman dans lequel il s'intéresse à deux faits réels qu'il fait un peu coïncider en termes d'époque, puisqu'en réalité ils ne sont pas passés au même moment. D'un côté, nous avons d'abord le Lisbonne du XVIIIe siècle, avant le tremblement de terre de 1755, sous le règne donc de Jean V, je ne prononcerai pas en portugais, qui est un roi extravagant, aveugle à la misère du peuple, qui mène l'inquisition dans tout son pays parce qu'il veut s'attirer les faveurs de l'Espagne, et donc pendaison, bûcher, exil, tout ce que vous voulez. Et aussi sa femme n'a toujours pas d'enfant et donc n'a pas d'héritier, il veut absolument un fils. Et un jour, un religieux vient avec la parole divine lui annoncer que si jamais il fait construire un couvent à Mafra, qui est une localité à une trentaine de kilomètres de Lisbonne, eh bien il aura enfin un héritier. Donc ce que fait le roi, c'est que bien sûr il va faire construire ce couvent. C'est aujourd'hui l'un des édifices les plus prestigieux du Portugal et c'est surtout une construction qui va coûter la vie à des milliers de personnes. Voilà, et en parallèle on a un moine, je ne me souviens plus exactement de son nom, qui est en train de réfléchir à la construction d'une machine volante, les premiers dirigeables on va dire, un aérostat je pense qu'on appelle ça. Et donc on va dire qu'on a ces deux éléments en arrière-plan et on va suivre par-dessus l'aventure d'un couple, Balthazar Sept Soleil, qui est un ancien soldat qui a perdu sa main gauche lors de la guerre d'Espagne, d'où le dieu manchot, et Blimunda Sept Lune, qui elle est une espèce de sorcière qui en fait lorsqu'elle est à jeun parvient à voir à travers les gens et donc elle peut déceler les maladies, etc. Voir l'âme aussi apparemment. Donc il y a aussi un peu ce côté fantastique qu'on retrouve je crois dans tous les romans de Saramago. C'est un roman qui est très très historique, qui s'intéresse principalement à la religion, qui dresse le portrait donc du Portugal du XVIIIe siècle, aussi de la misère et toute l'hypocrisie du clergé. Il y a beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, bien qu'elle soit assez subtile. C'est très très bien écrit. C'est assez exigeant. Voilà, moi qui j'ai pas été hyper passionnée par le thème et donc j'ai passé certains passages, mais ça reste très agréable à lire, le ton est blasphématoire. Quand même, si la religion ne vous plaît pas du tout, je vous conseille pas forcément ce livre parce que ça reste le thème dominant. Et si vous n'avez jamais lu Saramago aussi, ce qui est bon à savoir, c'est que son style n'est pas forcément des plus légers, c'est très très dense. En fait, il expérimente un peu un style de narration dans lequel il n'utilise que des points et des virgules. Il mixe, on va dire, discours direct et indirect. Il passe de la première personne à la troisième personne. Les dialogues sont
directement dans les paragraphes. Il fait pas non plus d'alinéas, il y a beaucoup de digressions et d'incises, donc ça rend la lecture très très dense. Ça reste très très bien écrit. Encore une fois, je pense que je suis passée à côté de certaines subtilités, de certains passages parce que le thème m'a un peu ennuyée. C'est aussi pour ça que j'ai très envie de relire Saramago, mais je me tournerai cette fois-ci, je pense, vers l'aveuglement, ou en tout cas vers autre chose, je verrai. Mais je peux vous conseiller, peut-être pas pour commencer, mais si vous connaissez déjà Saramago, que vous aimez son style, que vous êtes curieux, que vous aimez lire des livres qui traitent de la religion, je vous le conseille tout de même grandement. Septième et avant-dernier ouvrage de cette sélection, il s'agit de Mira de Maria Velo da Costa, première et unique femme de cette sélection. Comme je vous le disais, c'est pas toujours facile de trouver des œuvres traduites ou des femmes dans certains pays. Ici, en fait, je voulais à la base lire Sibylle d'Agustina Bessa Luis, qui a fait la préface de celui-ci, mais je l'ai pas trouvé, en tout cas à un prix correct. Donc je me suis tournée vers celui-ci. Maria Velo da Costa, c'était une femme de lettres, elle est née en 1938, morte l'année dernière. Elle a travaillé pour la culture au Portugal, pour le ministère, etc. Et c'est un roman qui est présenté comme intéressant et très poétique. Avec beaucoup de jeux de langage, et je pense que ça a dû se perdre. Soit ça fonctionne pas en français, soit ça s'est clairement perdu dans la traduction, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je ne peux pas vraiment en juger, mais je suis passée complètement à côté, je n'ai pas du tout aimé. Ça a été publié en 2008 et on y suit en fait Mira, qui est donc une jeune fille qui va fuir de chez ses parents et elle va un peu errer comme ça dans le sud du Portugal avec un chien qu'elle va rencontrer et à qui elle va parler. Donc le chien parle, les chats parlent aussi, et elle va donc se faire héberger un peu à droite à gauche avant de finir chez un jeune homme dont elle va tomber amoureuse. Une relation un peu ambiguë, un peu particulière, la position encore une fois de la femme un peu naïve. Mira, c'est aussi une fille qui ment tout le temps, qui s'invente des vies. On ne sait pas trop ce qu'elle veut, ce qu'elle cherche. Et au-delà en fait de l'intrigue à laquelle j'ai pas accroché, je n'ai pas du tout aimé le style. Ça m'a vraiment dérangée dans ma lecture parce que on a donc ce côté très poétique auquel moi j'ai pas forcément accroché. Je trouve que parfois les associations de mots ou les expressions étaient très saugrenues, ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc encore une fois, je sais pas si c'est lié à la traduction ou si c'est juste un choix et que c'est moi qui n'y suis pas sensible. Et aussi parce qu'elle utilise à côté de ça un vocabulaire qui est très vulgaire. Il y a un personnage qui est censé être un mafieux dans ce roman, et donc elle le fait parler de façon hyper cliché, c'est pas du tout spontané, c'est pas du tout crédible, c'est too much, c'est redondant, c'est vulgaire gratuitement. Voilà, je n'ai pas vraiment compris pourquoi elle faisait ça, ça n'apportait pas, au contraire ça dénaturait un peu son récit, je trouve. En plus ça manquait pas mal de structure. Bref, c'est pas un livre forcément que je vous conseille, peut-être par curiosité hein, si vous tombez dessus par hasard, mais si vous avez d'autres autrices à conseiller, n'hésitez pas, je suis très très preneuse. J'avais notamment noté en plus d'Agustina là, j'avais noté Lydia Rorger ou quelque chose comme ça, qui est une autrice contemporaine, mais c'est vrai que j'ai lu les quatrièmes de couverture, enfin vite fait ce qu'elle a écrit, ça m'avait pas tellement intriguée. Donc si vous en conseillez d'autres, je suis preneuse et je n'ai pas grand chose malheureusement à dire de cet ouvrage. Huitième et dernier ouvrage pour aujourd'hui, Un voyage en Inde de Gonçalo Tavares, qui est donc un auteur contemporain. Ça a été publié en 2010, lui est né en 1970 en Angola, donc encore sous la domination portugaise, et il est aujourd'hui professeur. C'est un roman très 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 particulier, très intéressant pour ça, puisqu'en fait c'est un poème épique, en tout cas c'est une réécriture d'Elusiades de Camões, je vous l'écrirai, je sais pas du tout comment ça se prononce, qui est donc un poème national portugais lui-même, inspiré de l'Odyssée d'Homère, donc un peu comme James Joyce et l'Odyssée. Ici, Tavares réécrit au XXIe siècle une Odyssée. Le personnage s'appelle aussi Bloom, comme dans le livre de James Joyce que je n'ai pas lu encore. Et donc il réécrit en fait sur le modèle des épopées mythologiques, une épopée moderne du XXIe siècle. On est en 2003. C'est écrit donc en vers libre, découpé en une dizaine de chants. Ça se présente un peu comme ça. Et on y suit Bloom qui part pour un voyage en Inde. Alors il a commis un crime qui le pousse à fuir son pays et il va chercher la sagesse ou une femme, vu qu'il a perdu la sienne, en Inde. Et donc c'est un voyage qui prend le temps de faire,
le voyage est aussi important que l'arrivée. Sauf que vous vous en doutez, arrivé en Inde, il ne trouvera ni la sagesse, ni une femme, ni des hommes plus sages que ceux qu'il a quittés. Il ne suffit pas de prendre l'avion pour oublier. Et donc il y a toute cette désillusion, il revient complètement désabusé. C'est un peu la déchéance de l'homme moderne en fait, qui ne trouve plus de sens à rien, qui ne sait pas quoi faire de sa vie et qui semble abattu, désabusé de la race humaine de façon générale. Beaucoup d'intertextualité, d'ironie, de références que je n'avais pas toujours, une certaine poésie à laquelle j'ai parfois été sensible, parfois moins, beaucoup de suspense au début, je trouve que ça se perd un peu à la fin, c'est comme un beau pavé. Il y a pas mal aussi enfin tout du long du roman, un peu comme un fil rouge qui revient à plusieurs moments. Il nous parle du langage, il s'intéresse vraiment au langage comme étant aussi la seule chose qui va vraiment nous différencier, enfin qui va nous différencier de l'animal et qui va nous séparer de la bestialité. Je suis pas du tout calée en fait sur le sujet, donc je vais pas vraiment pouvoir vous en parler, mais il y a cette idée en fait que pour échapper un peu à la bestialité et à cette machine que la société tend à faire de nous, aussi à l'animalité, à la violence entre les hommes, il y a le langage, un peu comme l'unique salut à tout ça. Voilà en gros. C'est vraiment pour le coup celui-ci je le conseille. Il est un peu long, il peut peut-être un peu en ennuyer, mais vraiment pour l'expérience et pour l'originalité et pour ce qu'il a essayé de faire, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Donc c'est vraiment un livre que je vous recommande beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. J'ai eu beaucoup de mal à parler, on est dimanche matin, ce n'était pas une bonne idée, je ne suis pas réveillée. Encore une fois, n'hésitez pas si vous en conseillez d'autres. Je n'ai pas par exemple parlé d'un autre auteur très connu, Essa de Queiroz, dont j'ai très envie de lire les Mayas, on est plutôt au 19e siècle, mais voilà, je l'ai pas trouvé. Un autre aussi que je voulais lire, 19e siècle aussi, c'est Amour de perdition de Camilo Castelo Branco, donc, que je n'ai pas non plus su me procurer. J'espère en tout cas que vous aurez trouvé quelques envies de lecture, peut-être aussi l'envie de découvrir un auteur en particulier et de vous intéresser à la littérature portugaise. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et puis à bientôt. Ciao!